Ça m'a vraiment choqué. C'était la première fois de ma vie. J'entends parler des fois quand on dit aux députés, ouais, on est menacé, on est insulté. On m'a insulté, on m'a traité de tous les mots. J'ai dit à mon équipe, mais qu'est-ce que j'ai fait? Cette personne-là qui m'a insulté n'est venue que renforcer mon engagement envers le Québec et envers le Canada. Bon, bonjour à tous, bienvenue à Brain Needs Fuel. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un que je voulais inviter depuis un certain moment. Alors, je vous présente, bienvenue, Olivier Toumba. Comment ça va, Olivier? Bien vous? Yes, ça va bien, ça va bien. Alors, je vois un peu tes présences justement sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens savent que tu es député justement pour Mont-Saint-Bruno, l'Acadie. Mais pour les gens qui viennent de te découvrir, j'aimerais savoir un peu c'est qui Olivier au-delà justement du titre de député, si tu peux dire ça en quelques mots. Bonjour, merci David pour l'invitation. Merci de m'accorder ce temps un peu, je dirais, dans un environnement beaucoup moins conventionnel. Ouais. On est habitué à parler aux médias et puis à répondre à des questions à bâton rompu. Je m'appelle Bienvenue Olivier Toumba, député fédéral de Mont-Saint-Bruno, l'Acadie, père de 4 enfants, un garçon et 3 filles. Que je peux dire, je suis marié. Ensuite, je suis membre du comité permanent de patrimoine canadien. J'ai été élu récemment membre du comité exécutif de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et dans ces comités, je suis rapporteur du réseau des jeunes parlementaires. Voilà. Okay. Alors, j'aimerais un peu savoir, si tu repenses à ton parcours du jeune Olivier, c'est quoi qui t'a donné un peu le déclic justement pour entreprendre tout l'engagement que tu as au sein de la communauté? Les déclics de mon engagement communautaire a commencé en 2006, quand j'étais au Congo, quand la guerre a commencé. La guerre avait commencé, mais je pense qu'en 2006, il y a eu beaucoup plus des médias qui en ont parlé de manière assez vulgarisatrice. Okay. Ce qui a fait en sorte que moi, jeune que j'étais, j'ai aussi découvert ça. Je dis à mon père à l'époque, qui travaillait dans une télévision locale, je dis, papa, pourquoi t'en parles pas dans ton émission à la télé, dénoncer un peu les violences qu'on fait à la femme? Il m'a dit, si j'en parle, je perds mon travail. Donc, j'étais pris entre être le fils d'un journaliste qui refuse de parler des violences faites à la femme, être ces garçons jeunes sensibilisés par la cause. Donc, j'ai commencé localement à créer, j'ai créé avec mes amis de l'époque un mouvement où on a mis de l'avant la cause de la femme. Et on avait ciblé le mois de mars de l'an prochain, je veux dire 2007 à l'époque, pour aller ramasser des sous envoyés à l'Est pour aider les femmes monoparentales et celles victimes de violences conjugales. Okay, wow. Ça a commencé là et puis ça m'a suivi au Canada. OK. Non, je trouve que c'est vraiment intéressant, justement, quand tu peux voir que tu as vu qu'il y avait certainement un problème, tu sais, au niveau du Congo, au niveau de la violence faite aux femmes, et tu as directement voulu prendre cet engagement de prendre parole, et c'est quelque chose qui t'a suivi même jusqu'à aujourd'hui au Canada. Au tout début, justement, tu as expliqué un peu ton titre de député fédéral. Je voulais te poser un peu une question, parce qu'on entend souvent parler des ministres ou des chefs de parti. Est-ce que toi, tu trouves que, justement, l'emploi d'être député, c'est un peu mal expliqué? J'aimerais un peu savoir ton point de vue à travers ça. Merci pour la question. En fait, le tout, comme on dit au Québec, le tout est dans un tout. Je m'explique. On a le chef de parti, nous, c'est aussi les premiers ministres. Après, on a les ministres, les secrétaires d'État, les secrétaires parlementaires et les députés porteurs des dossiers. Alors, le chef de parti, le premier ministre chez nous, est la locomotive. Et la locomotive, c'est elle qui est en avant du train. En arrière, il y a les différents wagons qui s'enchaînent, qui font que le train est plus lent ou moins lent. Alors, il n'y a pas de train sans locomotive. Il n'y a pas de locomotive qui avance sans... Il n'y a pas de wagon qui avance sans la locomotive aussi. Le tout relié font un ensemble. Mais chaque locomotive du train qui se trouve derrière... Non, chaque wagon du train qui est derrière la locomotive contient des données ou contient des éléments importants que tire la locomotive. Et je dirais, c'est à chaque député qui, dans son comté, dans sa circonscription locale, où il est élu, de promouvoir d'abord les enjeux ou d'en parler ou de vulgariser les enjeux de son comté. Alors,
c'est vrai que les médias vont aller vers les ministres, le premier ministre, le secrétaire d'État ou parlementaire, mais il n'en reste pas moins que les députés sont ces personnes-là, déjà dans leur comté, ont des médias locaux à qui ils peuvent parler. On peut pas, moi personnellement, je ne courrais pas derrière les grands médias pour parler de moi, alors que là où je suis député, on a nos médias locaux qui veulent savoir qu'est-ce que j'ai fait comme député. Mon focus est vers eux. Je dirais en anglais, en français plutôt. Je suis concentré sur mon territoire fédéral pour pousser. Et en parallèle, mon territoire fédéral m'a envoyé élu à Ottawa. Une fois à Ottawa, je pousse encore les enjeux de mon comté à Ottawa et je trouve toujours un lien. J'ai appris ça à mes dépens, toujours faire un lien entre l'impact dans mon comté et l'appui ou le dossier qui fait avancer mon gouvernement. Même s'il n'y a pas d'impact direct sur mon territoire fédéral, mais il peut avoir un enjeu par ricochet ou par territoire régional. On en a la Montérégie. Moi, je suis dans Mont-Saint-Bruno-l'Acadie. On a Longueuil-Saint-Hubert, Longueuil-Charlemagne, on a Brossard, on a Vaudreuil, on a plutôt Verchères, on a Boucherville, on a plusieurs territoires autour de moi. Même si on fait un choix par le Premier ministre de faire une annonce à Longueuil-Saint-Hubert, c'est pas chez moi. Mais l'impact devient régional. J'en parle et je pousse. Mais le travail d'un député dépend vraiment du député qui l'occupe ou de la députée qui l'occupe pour promouvoir son rôle. OK. Non, c'est très intéressant. J'aimerais savoir un peu tous ces aspects-là. Est-ce que tu les as plus appris une fois rendu sur le terrain ou est-ce que c'était plus au niveau de tes études ou c'est plus par rapport à ton intérêt, par rapport à la politique? Comment est-ce que tu as su vraiment comment tout ça fonctionnait? C'est mon intérêt. Mon intérêt, mon côté curieux de la politique. Parce que le travail d'un député, il n'y a pas de job de discussion. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Quand je suis arrivé à Ottawa après mon élection, je me suis retrouvé à dire à mes collègues ou à ma famille, à mes amis à l'époque, des fois, quand tu ne sais pas, tu sais ce que tu ne sais pas. Mais une fois élu, je ne savais pas ce que je ne sais pas non plus. Donc, tu arrives, je ne sais pas, mais je ne sais pas d'abord comment c'était avant. Donc, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Donc, tu apprends sur l'état. On élu des personnes qui vont aller être formées sur le fonctionnement de la Chambre de communes. Là, on nous apprend ça. Mais être député, non. C'est vraiment ce travail qu'on a commencé à faire comme bénévole. Servir et non se servir. Mettre en avant une cause et l'appuyer. Ce sont ces petits ingrédients qui nourrissent le profil du député qu'on devient une fois élu. Ouais. Wow. Au tout début, tu as touché un peu justement que tu étais au Congo en 2006. Alors, tu es né au Congo et aujourd'hui, tu représentes des citoyens au Parlement. Comment est-ce que tu trouves que ton histoire personnelle a influencé justement ta manière de servir aujourd'hui? Mon histoire personnelle, c'est par rapport à l'intégration. Moi, j'ai dit souvent à qui veut l'entendre quand on me pose la question comment je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. En passant, ça fait seulement 15 ans que j'ai vécu au Canada. Moi, je ne suis pas né ici. Et en 15 ans au Canada, c'est l'intégration qui a fait que je sois député aujourd'hui. Ça, c'est la bonne intégration. J'ai autant étudié au Québec qu'en Ontario, où j'ai découvert les deux côtés des formes d'enseignement de deux provinces. Les deux plus grandes provinces du Canada qui font et qui défendent le gouvernement. Dans le meilleur des cas, j'ai appris de deux territoires et ça m'a permis, moi, Olivier, aujourd'hui, de comprendre le Québec, l'Ontario et le Canada et d'avoir une bonne intégration. Je dirais aussi, il y a aussi le côté culturel où j'ai découvert le Québec, par exemple, la cabane à sucre. Moi, j'adore la cabane à sucre. Cette année, je ne suis pas allé à cause des élections, mais chaque année, j'y vais. On mange des œufs épais de même là, sauf que j'aime ça. J'aime la tire, j'aime la calèche, donc c'est ça. Non, mais je pense que c'est vraiment spécial. Moi aussi, j'ai eu la chance de pouvoir étudier justement au Québec. J'ai fait mon cégep ici et pour l'université, j'ai ensuite été en Ontario. Et je pense que ce qui est beau aussi au Canada, c'est que, tu vois, on a différentes provinces et il y a un peu différentes cultures. Tu vois, il y a des choses vraiment ancrées dans la culture québécoise et une fois que tu vas en Ontario, tu vois que les choses sont peut-être faites un peu différemment. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait la richesse du Canada, de voir que chacune des provinces tiennent certaines identités qui tiennent forme à l'intérieur de leur cœur. Pour poursuivre, j'aimerais un peu savoir, c'est quoi les grandes leçons que tu pourrais dire que tu as apprises sur toi-même en faisant de la politique, justement?
les grandes leçons que j'ai apprises sur moi-même en faisant la politique. Ou durant ton parcours académique? Ouais. J'ai appris à être patient, mais je dirais, avec les enfants, je l'ai appris un peu des forces. Mm-hmm. Les enfants amènent un côté innocent, un côté naturel. En tant que parents, on doit savoir, nous, parents, nous ajuster à eux, mais tout en les éduquant. Okay. Donc, j'ai appris à être patient. J'ai appris à développer davantage ma maîtrise de soi. Parce que, encore une fois, les enfants vont nous pousser à bout. Comme s'ils vont nous tester. C'est quoi les limites des papas? C'est quoi les limites des mamans? C'est quoi les limites de mamie ou des mémés? Mais dans tous les cas, autant à la maison, tu instaures des règles, ils vont les respecter. Autant dehors, ils vont te tester devant tout le monde. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est là qu'intervient la maîtrise de soi et la patience. J'ai appris à le développer grâce à eux. Et ça m'a permis, durant la campagne, tantôt je disais tantôt à mon attaché politique, j'ai aussi appris à être candidat. Parce qu'au début de ma campagne, j'étais celui qui voulait tout faire. Ouais. On m'a dit, Olivier, tu es les candidats. Laisse-les faire son travail. Ça, c'est dur. Juste rester candidat, c'était difficile au début. Mais à la fin, j'ai fini par vraiment bien m'ajuster et j'avoue que j'ai été meilleur vers la deuxième moitié de ma campagne. Ouais. Non, c'est beau que tu touches sur ça parce que je pense que c'est une qualité que beaucoup de leaders au début, je pense qu'ils ont un peu de la difficulté à pouvoir déléguer certaines tâches ou laisser certaines personnes s'occuper de certains trucs pendant que toi, tu focalises sur la tâche principale, si je peux dire ça comme ça. Oui. Et d'où vient l'importance de s'entourer d'une très bonne équipe, avoir des personnes avec toi qui comprennent ta vision des choses, où est-ce que tu veux aller, et des personnes qui vont être capables de te pousser là en réduisant un peu la lourdeur et le fardeau que tu as sur toi. Quand tu as été nommé député... Élu. Oui. Quand tu as été élu député, ça a vraiment beaucoup résonné au niveau de la communauté noire canadienne parce que c'est pas nécessairement tous les jours où on voit justement un candidat noir être élu député fédéral. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y avait un moment marquant au niveau de ton parcours où tu t'es dit que, OK, j'ai trouvé ma place ici, peut-être en voyant pas nécessairement d'autres députés noirs? Mais la réponse est simple. C'était le 28 avril au soir quand j'ai été élu. J'ai dit, ma place est là. Elle est confirmée. Je m'explique. Depuis 2015, je suis impliqué au Parti libéral du Canada de manière active. Okay. Je me rappelle, j'étais à Ottawa quand Justin Trudeau a gagné les élections en 2015. J'étais à Ottawa au Collège de la Cité. J'ai pris mon covoiturage, je suis venu à Montréal. J'ai dit au Parti libéral du Canada, je veux m'impliquer. Qu'est-ce que je peux faire? Ils m'ont dit quoi faire, ils m'ont encouragé, ils m'ont dirigé. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je peux le dire devant tes followers en français, tes suiveurs et tes suiveuses, je n'ai pas été mentoré. Je n'ai pas été accompagné. Personne m'a dit quoi faire, personne m'a dit où aller. Je suis allé par instinct. Et à chaque fois, jusqu'à aujourd'hui, mes instincts, lorsque je me suis trompé, j'ai tiré la leçon, mais je n'ai jamais abandonné. Dans ce cheminement, cela m'a permis une fois le dire, c'est ma place, mais j'ai travaillé fort en amont. Ouais. Entre 2015 et 2024, avant les élections en 2025, j'ai 2 fois eu l'occasion d'être candidat aux élections fédérales, provinciales ou municipales. J'ai refusé. Mais c'est l'année passée, en automne 2024, que j'ai dit oui. J'étais candidat pour les fédérales au Parti libéral du Canada. Et quand j'ai dit à mon entourage, au début un peu proche, intime, et beaucoup m'ont dit, tu vas perdre. Le parti est à moins 22 points. J'ai dit, oui, si je perds, on va travailler pour rebâtir les partis. Mais je ne pense pas que moi, j'irai perdre. Je croyais en dans quoi je m'engageais. Ouais. En ayant embarqué ma femme et mes enfants, je leur ai dit, bien sûr, je compte me lancer. Quel est votre input? Ils m'ont dit, nous, on t'accompagne, on est avec toi. Dès que j'ai eu leur appui, je me dis, je peux braver le monde. Ouais. Donc, on est parti. Et puis, le 28 avril au soir, quand j'ai été élu, j'ai dit, ma place a été juste confirmée ce soir-là. OK. T'as eu la chance, justement, d'être
je pense que tu as bien dit de participer aux élections fédérales, provinciales ou municipales à 2 autres reprises auparavant. C'est quoi qui a fait de la différence que cette fois-ci, tu as dit, OK, c'est la bonne et je me lance? En fait, les 2 fois précédemment, j'étais plus dans des bénévoles, comme bénévoles autour des candidats, où j'ai vu comment ça se passe. J'ai beaucoup observé aussi. Et cette fois-ci, tu sais, des fois, ça, j'ai appris ça d'une de mes anciennes patronnes. Il y a en toi ou en nous ici, chacun a toujours comme un instinct, le qui quand tu dis je vais faire ça, tu sens comme au fond de toi, tu es convaincu de faire le move. Des fois, les gens vont dire de toi, non, tu sais, David, c'est pas le moment où toi tu es convaincu de le faire. Cette conviction-là, autant chez les chrétiens, c'est la foi, autant chez tout le monde, c'est je suis convaincu, je vais le faire. Moi, j'avais cette conviction pour 2024. Tout était réuni pour qu'on me dise ça ne marche pas. D'ailleurs, j'avais été accidenté, je m'étais fracturé le poignet. Donc, j'étais à la maison en arrêt maladie. Quand j'ai déposé ma candidature pour être candidat au Parti libéral du Canada, tout était réuni pour dire que, regarde, tu es accidenté, t'as une poignée fracturée, t'as 4 enfants, t'as un emploi qui est bien payé. Pourquoi tu vas chercher des problèmes alors il n'y en a pas? Mais moi, j'ai dit non. C'était le moment de le faire. Il fallait que je le fasse. Alors, j'ai poussé et puis voilà, on est rendu là. Donc, le 21 avril au soir, c'était ma place et c'est ma fête au Canada depuis ce jour-là. Non. Tu vois, aujourd'hui, je te vois, t'es souriant, tout ça. On a eu la chance un peu de parler. Mais pour les gens qui ne savent pas, j'imagine justement la campagne, il y a eu des moments beaucoup plus durs, des journées beaucoup plus difficiles. Alors, j'aimerais un peu que tu expliques, c'est quoi le processus d'une campagne? Combien de temps ça prend? Bon, ça dépend du premier ministre qui déclenche la campagne, celui qui décide. On fait les minimums, on fait les maximums. On a eu en 2015 M. Harper, je ne sais pas, toute sa vie le regretter, d'avoir déclenché une longue campagne qui a fait qu'il perde les élections face au Parti libéral du Canada, qui a été 3e au sondage. M. Carney a décidé de le faire en 36 jours, plus court, parce qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Chaque jour perdu était compté pour le pays. Donc, tantôt je l'ai dit, être en campagne, diriger une équipe de campagne, des gens que tu as embauchés, après c'est eux qui te dirigent, c'est difficile de retourner à la chose. C'est moi qui t'ai embauché, mais finalement c'est toi qui me dirige après. Donc il fallait savoir déléguer. Et surtout, même pas déléguer, savoir c'est quoi ta place. Moi, tantôt comme j'ai dit, je l'ai appris durant la campagne, j'étais aussi bien entouré, bien conseillé par les staffs qui ont fini par me faire voir les choses en face. Tu es bon quand tu es candidat. Alors reste candidat, fais la campagne, apprends à déléguer. Donc ça a même permis de découvrir, de déléguer. Il y avait beaucoup d'effets au fond de moi, beaucoup de batailles internes. Olivier, lâche prise, délègue, lâche prise, délègue. Les défis étaient beaucoup plus délégués pour dire ainsi. Ouais. Non, pour le reste, j'aime t'entendre parler justement du processus que ça prend, de savoir que justement, il y a certaines campagnes qui sont beaucoup plus longues, certaines campagnes qui sont beaucoup plus courtes. C'est de voir que c'est pas nécessairement une science qui est parfaite. Tu vois, tout le monde a un peu son style de faire les choses et ça montre aussi qu'il y a différentes méthodes qui peuvent fonctionner tant aussi longtemps que tu as les bonnes stratégies et tu as le cœur à la bonne place, si je peux dire ça comme ça. Absolument. Aujourd'hui, tu es une voix vraiment qui encourage la diaspora congolaise à contribuer activement au développement culturel, social, économique du Canada. Pourquoi est-ce que c'est une cause qui te tient tant à cœur? Je pense que je les porte par défaut, comme étant premier député fédéral d'origine congolaise, élu en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Moi, je dirais plutôt intégration. Pour encourager la communauté culturelle congolaise en particulier de contribuer au Canada. En tant que député, la cause qui me tient à cœur, c'est le bien-être de mes commettants et de mes commettantes. Je dirais à moi, Bruno Lacadie. Mais en tant qu'élu d'origine congolaise, il y a ces fardeaux culturels en moi où je me sens interpellé. Mais pour encourager ma communauté à réussir ici au Canada, parce que moi j'ai vécu au Canada, je suis Canadien, quand on devient Canadien au Congo, on perd la citoyenneté congolaise.
Et de surcroît, on est député fédéral, on les perd davantage encore. Donc, on est vraiment comme on dit, le clou est bien serré là. C'est fini, tu n'es plus congolais, à moins que les pays changent de loi, mais sinon, c'est fini pour nous qui devenons canadiens. Donc, j'encourage ma communauté d'origine à bien s'intégrer et à les faire des manières la plus appropriée, comme tu le fais, le plus approprié. Dans le sens que ce soit en économie, que ce soit en culture, que ce soit en art, que ce soit en politique ou en sciences, les Québec, les Canada sont tellement grands qu'il y a de la place pour tout le monde autour de la table. Si la table est petite, on peut l'agrandir. Donc, on vient, on s'assoit, on bâtit ensemble un Québec et un Canada plus fort. Non, j'aime ce que tu dis. Et je pense que aussi, c'est important pour les personnes de, tu vois, une fois qu'on arrive ici, s'intégrer et vouloir prendre sa place également. De pas juste se limiter, mais vraiment chercher à faire la différence. Comme tu as dit un peu, quand tu as voulu commencer tes démarches pour devenir député, quand tu as commencé à justement t'investir au niveau du gouvernement, tu n'avais pas nécessairement de mentorat. Mais t'as forcé les portes, t'as voulu savoir, t'as voulu chercher, tu t'es mis au bon endroit et à travers ça, t'as pu faire grandir tes connaissances qui t'ont poussé à être qui tu es aujourd'hui. Parlant de ça, j'aimerais savoir comment est-ce que tu trouves qu'on peut amener justement la jeunesse à s'impliquer, pas forcément de manière politique, mais juste au niveau de leur communauté. Ça, c'est un peu la suite peut-être à ma question, à ma réponse précédente, quand je parlais de l'intégration. La jeunesse immigrante, la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise ici au Canada a sa place. Il faut qu'elle aille la chercher. Ça ne sera pas un cadeau, ça ne sera pas un laisser-passer. Comme Vicky Mboko qui nous a fait beaucoup de plaisir durant l'été dernier, sa place, elle a gagné sa place. Aujourd'hui, elle mérite les respects des Canadiens, des Québécois et des Québécoises. Donc, sa place, il faut aller la chercher. Comment? Intégration. Il n'y a pas deux chemins. C'est vraiment bien s'intégrer. On est fiers de Vicky Mboko, on est fiers de Félix Auger-Aliassime, on est fiers de Gainsbourg, on est fiers de Chris Boucher, on est fiers de François Abanda, on est fiers de son nom m'échappe, la nageuse qui s'est retraitée l'année passée. Son nom m'échappe. Bon, son nom va pas revenir. On est fiers de toutes ces personnes-là. On est fiers de Naomi Osaka. Vous voyez un peu, elle est haïtienne, moitié japonaise. On est fiers de voir toute la communauté immigrante en dehors de nos pays d'origine exceller. C'est parce que ils et elles ont bien fait leur intégration autour de leur famille, autour d'eux. Et les parents, les tantes, les oncles, les mémés, les mamies, les papis ont tous été là pour nous accompagner. Je pense que si la jeunesse veut prendre sa place au Canada, on doit s'assurer de bien s'intégrer. Le Canada a des provinces et des territoires. C'est pas seulement Montréal, c'est pas seulement Ottawa, c'est pas seulement l'Ontario. Il y a aussi l'île du Prince-Édouard, il y a aussi Nova Scotia, il y a aussi Terre-Neuve, il y a aussi Saskatoon, il y a aussi Manitoba, il y a les Yukon, le Nunavut. Il faut connaître le Canada. Absolument. Ok, non, vrai, j'ai beaucoup aimé ta réponse. Justement, ça va pas être donné. Il faut vraiment qu'on aille prendre notre place. Et même ce que tu as parlé un peu comme soit les tantes, les mémés, les coachs, ça prend... Le coach, c'est ça. Ça prend beaucoup de gens. Ils sont les parents en dehors de la maison. Ça prend un village pour élever un enfant. J'aime beaucoup vraiment ce quote-là. C'est vraiment un quote que je garde parce que c'est tout seul, c'est pas possible. J'aimerais un peu que tu parles... Tu vois, tu es père de famille, tu as 4 enfants justement. Comment est-ce que tu arrives à balancer ton horaire pour être toujours aussi présent pour eux? En une phrase, c'est très difficile. Comme ce matin, je suis avec vous. C'est avant vous, j'avais une entrevue à la radio à 7h du matin. J'ai dit à mes enfants au revoir et je suis parti. On a eu avec une bonne longue fin de semaine ensemble en famille. On a passé du bon temps ensemble. Mais à chaque fois, je dois faire des concessions. Et souvent, je vais peser le pour et le contre. Est-ce que ce pourquoi je sors est inévitable?
Si c'est vraiment inévitable, je tourne la question dans tous les sens, je m'en vais. Ouais. Si c'est évitable, ou on peut reporter, je dirais à l'équipe, on va déplacer, j'ai fait avec la famille et je reviens. C'est souvent comme ça que je gère. Mais chaque semaine, il y a au moins un jour qui est pour ma famille. Ouais. Soit samedi ou un dimanche, à chaque fois. Ouais. Ouais. Ça montre vraiment que tu as les valeurs à la bonne place. Absolument. Tu vois, souvent, peu importe que tu sois un homme d'affaires, juste quand tu es quelqu'un d'occupé, tu as beaucoup de responsabilités, c'est facile de mettre d'autres choses en avant et un peu laisser sa famille de côté. Mais je trouve avoir cette balance-là, avoir un jour dédié que tu sais, OK, ça, c'est mon jour de famille, et de vraiment réfléchir, est-ce que ça, c'est important ou est-ce que je peux le déplacer pour passer du temps avec tes proches? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est de valeur, si je peux dire comme ça. Mais pour peut-être enchérir, des fois, les gens oublient. Aujourd'hui, on est élus. Ouais. Les gens veulent tous nous voir, nous inviter partout. Mais demain, on ne sera pas élus. La famille sera toujours là. Ouais. Les amis seront toujours là. Si une fois élus, on oublie les amis, on oublie la famille, ou on prend moins soin d'eux. Ils savent qu'on est élus. Ils savent qu'on est occupé. Ou on leur accorde moins de temps. Mais ils sont conscients que le temps que tu leur accordes en retour, dans ton temps chargé, ils vont le prendre. Mais si même tu leur accordes même pas le peu de temps que tu as avec eux, une fois qu'on ne sera pas élu, on va retourner vers qui? Ouais. Les mêmes personnes. Ils diront, mais hier, quand tu étais élu dans ton pouvoir, tu n'étais pas là pour nous. Ouais. Donc là, on parle de Marc Carney. Hier, on avait Justin Trudeau. C'est sûr que beaucoup l'ont oublié. Mais là, sa famille, ses enfants qui sont autour de lui. Si eux ne sont pas là, à quoi ça sert d'être élu? Et à la fin, quand on termine le mandat, sa famille n'est plus là. Ouais. Ça, c'est des choses à ne pas négliger. Oui. J'aimerais te demander, c'est quoi l'importance que tu trouves justement d'avoir une femme solide à tes côtés? Est-ce que tu trouves que ça peut aider justement un homme à se surpasser et dans l'accomplissement de ses objectifs? L'inverse est aussi vrai. C'est inévitable d'avoir son ou sa partenaire à ses côtés. À moins qu'on soit une personne qui n'est pas engagée, qui n'a pas de conjoint ou conjointe, qui n'a pas d'enfant. C'est sûr que seul, dans cet environnement-là politique, on y va vite, là. On n'a pas d'arrêt, on avance. Mais une fois qu'on a un partenaire ou une partenaire et des enfants en plus, ou même on a un chien à la maison, 2 chiens qu'on a à la maison, ou 2 chats, ça dépend du choix des personnes. Rendu là, c'est cette personne-là qui reste à la maison, ou qui a un travail séculier de lundi à vendredi, un travail assez de 8 à 4 ou de 9 à 5, ou même de soir, il travaille à la santé ou il travaille en santé. Si cette personne-là devient un peu ton oncle, ou moi, mon oncle comme ma femme, qui est mon oncle, j'ai beau naviguer dans tous les sens, mais quand je suis avec elle, je me sens au même endroit. Ouais. Je me sens comme le bateau est fixe. Peu importe la puissance du vent, quand l'ancre est lâchée jusqu'à sous la mer, le bateau est solidement amarré, il ne bougera pas. Et moi, ma femme est pour moi une vraie source d'inspiration. Pour moi aussi, un appui qui n'a pas de nom. Je peux dire merci ce matin, mais c'est pas merci qui est suffisant. Il y a plus que merci. Même beaucoup sont surpris quand ma femme m'appelle, mon téléphone s'écrit, j'écris la patronne. C'est ma patronne. Parce que je ne peux rien faire sans elle. Voilà. OK. C'est quoi que tu trouves, selon toi, que c'est la plus grande qualité d'un leader en 2025? L'écoute. 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 Pourquoi? Parce que un leader est censé être au service et non se servir. Quand tu écoutes comme il faut, tu cernes le message, après tu peux retourner. Oui, on est député, on est au service. On est député, on doit rendre service. On est député, on doit défendre des enjeux importants chez nous. Et si on est à l'écoute, on cerne les messages. Il y a écouter et entendre. Les gens, des fois, confondent cela. J'ai entendu, les oreilles ne sont pas couvertes, ils vont toujours entendre. Mais quand tu écoutes, tu prêtes attention et tu réponds adéquatement. Et il y a un dicton justement que beaucoup de gens répètent, on a 2 oreilles, une bouche. Oui. Alors on devrait prendre un plus grand effort justement à écouter ce que les gens ont à dire avant de nécessairement pouvoir répondre. Et même quand on parle justement de conflits ou peu importe que ça soit relationnel, je pense que
beaucoup de ces conflits-là ont rapport avec la communication. Les gens prennent pas le temps justement d'écouter, mais font juste entendre. C'est ça. Ils se focalisent sur la première chose qui vient un peu froisser leur chemise et ils veulent rapidement répondre au lieu de prendre le temps de vraiment analyser ce que la personne a dit, être sûr que tu as vraiment compris le message de la manière que la personne l'a dit et ensuite que tu peux répondre pour pouvoir adresser la situation. Si je peux dire. C'est ça. Moi, mon père m'a toujours dit, la communication rassure, l'information dérange. Mm-hmm. Dans l'écoute, c'est la communication. Ouais. Dans entendre, c'est l'information. Mm-hmm. C'est pour ça que les nouvelles le soir, ça nous attire, mais ce sont des gros titres qui font que des fois on est en panique. On se dit, mais, on va aller en récession. On a été taxé par les États-Unis. C'est quoi, qu'est-ce qui va arriver? Mais prenez le temps d'écouter Marc Carney. Lui, il communique. Ou écoutez votre député calmement. Oui, on est taxé par les Américains, mais qu'est-ce qu'on gagne en répliquant? On va encore engager une force et M. Trump pour encore taxer davantage. Mm-hmm. Si on est calme, on écoute son message, il veut juste taxer pour des raisons qui sont propres. Nous, on voit à côté, on a encore 85% des choses qui ne sont pas taxées, qui vont aux États-Unis. Quel est l'avantage de continuer à pousser pour faire un bras de fer avec lui? Donc, dans l'écoute, on sert les messages et quand on répond, on communique bien. Mm-hmm. J'aimerais aussi savoir, quelle est ta relation par rapport à l'échec? Est-ce qu'il y a un moment difficile où tu te rappelles qui t'a permis de pouvoir grandir en tant que leader? Basiquement, comme ça, je dirais mon test de permis de conduire. C'est bizarre, j'ai réussi la pratique, mais j'ai échoué 2 fois la théorie. Oh. Oui. Je l'ai dit une fois la pratique, one shot, j'ai mon permis. Mm-hmm. Mais quand il fallait faire la préparation théorique en ligne, je l'ai échappé. Mais ça, c'est la première expérience. J'ai même écrit une fois sur Facebook à l'époque, j'ai dit, j'ai échoué. Un ami sage a écrit, ton permis? J'ai dit, comment tu sais? Je sais que c'est le permis qui ne peut que te faire ça. Mm-hmm. Mais je dirais autrement, l'échec pour moi n'est pas l'échec. Pour moi, ça reste des périodes d'apprentissage. Ouais. Comme dit souvent Denzel Washington, tu peux tomber 7 fois, mais relève-toi la 8e fois et apprends de cette erreur-là. Tomber 7 fois, ce n'est pas un échec. Mm-hmm. Mais persévérer dans l'échec, ça, c'est échec. Mm-hmm. Donc, quand on tombe, on apprend. On se relève, on enlève la poussière, on dit, OK, je suis tombé à vélo, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal pédalé ou j'ai pas fait attention sur l'état de la route et je suis tombé. Mais pour moi, l'échec reste vraiment une partie d'apprentissage sur un point donné. Mm-hmm. Il y a aussi cette analogie-là qui parle, je le dirais en anglais, but see the glass half full or half empty. Yes. Ça montre aussi ta perspective. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus pessimiste? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plus optimiste? Comment est-ce que tu réagis face aux situations qui sont devant toi? Parce que dans la vie, tout va pas toujours être beau. Tu vois, il y aura des moments donnés où tu auras des embûches et justement être capable d'en apprendre de ça et de continuer à avancer, ça te permet aussi, notamment en tant que père de famille, de pouvoir partager ces leçons-là à tes enfants, tu sais, dans le futur, quand ils vont grandir et ils vont faire face à certaines difficultés, ça veut dire, moi, j'ai passé par telle chose, voici les choses qui m'ont aidé à traverser ces situations-là, voici comment je me suis relevé. Et je pense que c'est comme ça justement que ça crée ce flot d'apprentissage intergénérationnel, si je peux dire ça comme ça. Ça me rappelle à l'époque, à l'automne dernier, quand j'ai déposé ma candidature, on m'a dit que j'allais perdre. J'étais pas le seul, il y avait beaucoup de gens qui étaient aussi candidats avec le Parti libéral du Canada. D'autres se sont retirés. Ouais. Parce que quand Mme Freeland a démissionné le 16 décembre le matin. Quand Justin a démissionné le 6 janvier 2025, les gens de ces partis est fini, ils vont perdre. Beaucoup se sont retirés comme candidats. Et on m'a dit, Olivier, tu continues? J'ai dit, moi, je continue. Pourquoi? J'ai dit, mais je suis déjà là. Les gens quittent les bateaux. Vous voulez que je me retire? Non. Si on quitte les bateaux, ça va démontrer que les partis n'attirent pas. Si on est un vrai libéral, on reste là, on coule avec son bateau, comme le Titanic, c'est tout. Après, on va le rebâtir après. Donc moi, ça m'a permis aussi de voir, oui, on voit l'échec arriver, mais on continue à avoir l'espoir, même quand ça coule. On dit, tant qu'on n'est pas encore mort,
l'espoir fait vivre. Ouais, très bien dit. J'aimerais savoir, quelle est ta vision du Canada de demain, particulièrement pour les communautés issues de la diversité? Ouais. Le Canada de demain est différent de celui d'hier. Je m'explique. Avec la nouvelle vision de M. Trump sur les relations internationales, le Canada a changé. Même lui et nous, nos deux pays ne sont plus au même niveau des relations qu'il y a 5 ans. Ça veut dire que le Canada, dans sa vision économique, il y a un changement. Au niveau de l'immigration, il y a un changement. Alors, celles et ceux qui sont ici au Canada, les personnes d'origine immigrante, de ma communauté en particulier, je vous dirais vraiment dans les yeux, intégrez-vous comme il faut. À moins que vous venez ici pour un court séjour, étudier et rentrer, maintenant je dirais au Congo en particulier, ou dans votre pays d'ailleurs d'où vous venez. Mais si vous êtes venu ici pour habiter et vivre, faites du Canada, du Québec un chez vous. Intégrez-vous, allez à la cabane à sucre, manger, faire la tire à l'érable, faire la tire, manger les œufs épais de même. Bref, la neige, déneiger, faire le ski. Ça arrive. Il y a beaucoup de choses qui font que dans cette intégration-là, on va découvrir et aimer ces pays. Sur le plan économique, c'est un grand pays à découvrir encore. Moi, ça va faire 2 ans, mon épouse et moi, on a pris l'engagement de faire le voyage partout au Québec pour des vacances avec les enfants. On découvre ces pays et surtout le Québec qui est encore grand et à découvrir. Donc moi, ma vision serait beaucoup plus de voir actuellement le gouvernement de M. Carney, comment le Canada est projeté, comment aussi nous, ma communauté d'origine immigrante, d'autres communautés immigrantes du Canada ou au Québec en particulier, de se projeter, d'épouser les valeurs du Canada et d'en faire leur pays, comme ici au Québec, d'en faire leur nation. OK. J'ai mis même la partie que tu as touchée, que tu dis, toi avec ta femme, justement, vous prenez le temps de voyager au Québec pour un peu découvrir, justement, la culture ou les différents paysages qu'on a. Une fois, j'avais fait un voyage, justement, à Charlevoix, mais c'est vraiment impressionnant. C'était la première fois que... Je suis déjà allé en Gaspésie une fois pour un tournoi de basket quand j'étais plus jeune, mais là, j'étais parti à Charlevoix, juste voir les montagnes. On avait pris un chalet là-bas, mais c'était vraiment bien. C'est là que tu découvres qu'il y a beaucoup d'endroits à visiter, justement, au Québec. Le Québec est très beau. Il y a beaucoup à découvrir. Les chutes de Montmorency. Il y a... on a la fête de la Saint-Jean, on a le Saguenay, on a Roberval. Moi, j'étais à Roberval, j'étais à Chicoutimi. Je me suis arrêté parce que j'ai fait un accident en chemin, mais j'ai m'en allé à Tadoussac pour aller voir les baleines. Là, je vais repartir l'année prochaine avec mes enfants et ma femme. Donc, le Québec est à découvrir. C'est une très belle province. J'aimerais savoir comment est-ce que toi, tu vois justement ton rôle évoluer dans les prochaines années? Je suis encore, mon rôle de député, je suis encore dans ma courbe d'apprentissage, en même temps dans l'action. Et je suis pas à l'école, je suis dans la vraie vie. Dans le 2, quand on parlait, j'avance en même temps. J'apprends, j'agis et j'apprends. On navigue là-dedans et il y a beaucoup de dossiers, il y a beaucoup d'enjeux. Et la Chambre de communes, il faut se rappeler qu'on est près des 40 millions de Canadiens. Ils ont seulement élu plus ou moins 335 personnes, je pense. On a cette chance-là, on a cet honneur de représenter les Canadiens là-bas à Ottawa. Et je pense que le niveau de responsabilité que nous avons est très grand. Alors moi, je me dis, autant j'apprends sur le côté, autant j'agis. Apprendre comment soumettre un dossier à un ministre, même si on est du même parti, comment aborder un dossier, comment le faire avancer pour avoir des actions concrètes. Mais tout ça fait partie d'une partie d'apprentissage et d'une partie d'action aussi. Donc, c'est vraiment un apprentissage sur le tas. C'est comme on dirait un peu un autodidacte. J'apprends sur le tas et c'est difficile, mais on doit le faire. OK. Mais j'imagine, justement, en tant que politicien, tu dois peut-être recevoir des critiques ou des personnes, des mécontentements venant de différents groupes. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui te motive, justement, à continuer à avancer malgré la fatigue et les critiques?
Ben, je pense que minimalement, 32 190 personnes qui ont voté pour moi m'ont fait confiance au départ. En plus d'être le député de 110 000 personnes dans mon comté, qui est Monstre Bruno Lacadie, je me dois de tenir ma promesse et de le respecter. Les critiques vont venir, mais les critiques ne peuvent pas définir ma personne. J'ai quitté un pays où j'avais des amis. J'ai quitté un pays où j'ai grandi. Je suis venu, j'ai choisi le Québec, j'ai choisi le Canada. Je pense qu'il n'y a peu aujourd'hui qui puisse me faire un recul pour dire « Jean, t'es pas à ta place ». Il y a 3 semaines, j'ai reçu un message qu'on m'a envoyé par Messenger par un citoyen. Je dirais une personne, parce que je ne sais pas si la photo c'est d'elle ou c'est de lui. Une personne qui m'a traité de tous les noms possibles. Les noms que je ne peux pas dire ici, et tous les noms et toutes les insultes du pays qu'on donne à une personne de ma couleur de peau. J'ai demandé à mes collègues à Ottawa, on a tous lu ça. Ça m'a vraiment choqué. C'était la première fois de ma vie. J'entends parler des fois qu'on dit aux députés, ouais, on est menacé, on est insulté. On m'a insulté, on m'a traité de tous les mots. J'ai dit à mon équipe, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais j'ai pensé à Mont-Saint-Bruno Lacadie. J'ai pensé au Québec. J'ai pensé à ma santé. Parce que moi, j'ai fait un accident en 2012. J'ai failli mourir. J'ai pensé à comment le Québec, grâce à son système de santé, m'a sauvé la vie. J'ai dit, cette personne-là qui m'a insulté n'est venue que renforcer mon engagement envers le Québec et envers le Canada et dans mon rôle de député aujourd'hui. Donc, c'est très difficile. Il faut avoir les nerfs solides et surtout avoir une bonne équipe autour de soi. C'est très important. Ouais. Je pense que souvent, les figures publiques, d'un point de vue extérieur, si on n'est pas nécessairement mis dans cette position-là, on les déshumanise, si je peux dire ça comme ça. Oui. On pense que c'est des super-héros ou qu'ils ne voient pas les messages ou qu'on peut juste leur dire n'importe quoi, leur balancer n'importe quelle insulte. Mais ça reste des personnes comme nous qui ont des émotions, qui vivent certaines choses. Alors, je sais que ça peut être difficile justement quand tu représentes tout un parti, que certaines personnes peuvent venir faire des critiques, mais la manière que tu as pu tourner justement cette insulte-là pour renforcer les raisons pourquoi tu avais décidé de t'impliquer, je trouve ça vraiment inspirant, je peux dire comme ça. Merci beaucoup. Si tu pouvais laisser un message pour la prochaine génération de jeunes leaders, ça serait quoi ton message? Intégration. D'abord, pour commencer, là, je parle des jeunes leaders d'origine immigrante. Ensuite, les 2 mots sont en anglais. Commitment, consistency. L'engagement et la constance, ce sont le seul leitmotiv, non, ce sont les seuls points d'ancrage qui vont nous faire avancer. Autant dans ce que tu fais, autant dans ce que j'ai fait, autant dans ce qui ferait peut-être un artiste peintre, mais l'engagement et la constance définissent les leaders de demain. Alors, aux jeunes leaders qui m'écoutent, qui me suivent, je vous demande vraiment ces 2 mots-là. Si j'ai prolonge parce que je parle de la communauté aussi immigrante, c'est vraiment l'intégration, l'engagement et la constance. Il peut y avoir intégration au niveau de l'immigrant. Il y a aussi intégration au niveau du jeune qui veut faire la politique. On va t'intégrer dans ces milieux politiques-là. Choisis un parti politique. Engage-toi comme bénévole. Vas-y au 5 à 7. C'est aussi intégration. Donc, il y a vraiment intégration, l'engagement et la constance. Qu'on le veuille ou pas, les gens vont t'observer. Ouais. Et des fois, on pense que non. J'ai été surpris quand j'ai appris, durant la campagne, par mes collègues députés aujourd'hui, qui sont des ministres, que par le passé, ils me connaissaient. Ils me voyaient. Moi, je ne pense pas qu'ils me voyaient. Ouais. Donc, on est observé, alors, soyons constants dans nos engagements. Non, ça c'est très vrai. Parce que même, on va dire, à travers ma plateforme, à travers mon podcast, je peux aller dans différents événements et je peux rencontrer des personnes. « Oh, toi, je t'ai vu sur Internet. Est-ce que tu as un podcast? » Je suis comme « Ah oui. » Mais des fois, on a de la facilité à sous-estimer
le reach qu'on peut avoir. Oui. Mais chaque action que tu prends, tu sais jamais qui peut regarder, tu sais jamais quelle oreille peut entendre. C'est pour ça que c'est important de, je pense, rester intègre à qui tu es dans n'importe quel milieu que tu es et de propager justement ce message-là que tu aimerais justement que les autres puissent entendre. Comme ça, juste la journée où ça devient à une plus grande échelle, c'est pas nécessairement quelque chose que tu es tant surpris parce que tu faisais ça depuis longtemps. C'est juste que maintenant, il y a plus de personnes qui t'écoutent ou qui t'observent ou qui te regardent, si je peux dire ça. C'est ça. J'aimerais un peu savoir, plus au niveau personnel, c'est qu'est-ce que les gens pourraient être surpris d'apprendre sur toi? Oh, j'ai un côté enfantin en moi qui a fait que récemment, ça fait quand même plus de 2 ans, j'avais décidé de m'offrir un petit jouet. Okay. C'est un camion de policier. Je suis allé acheter... j'ai mis dans ma voiture en avant, là. Oh ouais. J'ai dit, mon fils, touche pas à ça. Ça, c'est à moi. Ça, c'est à moi. Parce que autant lui, aujourd'hui, je dis pas que je vais tout lui offrir. Je peux lui offrir ce que mon père ne m'a pas offert. Mais ces jouets-là, je me les suis achetés. Okay. À un moment donné, il ne faut pas qu'on s'oublie. Nos parents se sont oubliés jusqu'à oublier leur union et à vivre comme des colocataires dans un mariage. En même temps, ma femme, elle a le droit de se faire plaisir aussi. Si elle veut voyager un jour avec ses amis, partir, je dirais, au Brésil, faire je ne sais pas quoi, s'amuser, elle a ces droits-là. Si moi, je vais m'offrir, demain matin, je vais m'offrir, mettons, mon jouet de voiture que j'ai acheté, parce que depuis longtemps, ça me dérangeait. Mais quand j'ai vu l'auto, j'ai acheté dans un magasin Maxi en Passe d'ailleurs, j'ai dit, c'est ça qu'ils me font. Et dans ma voiture, elle est toujours là au coin à gauche. Je la garde là. Parce que c'est mon petit côté enfantin. J'en suis vraiment surpris d'avoir dans mon chat qui est toujours là. À chaque fois. J'en prends soin et je les suis. Pour de vrai, je m'attendais pas à ça. Absolument. Oui. Je savais que c'est une des parties, même quand mes amis sont dans ma voiture. C'est quoi ça, Olivier? C'est ton fils? Je ne sais à moi. Mon fils, ça, c'est mon jouet que je me suis offert. Donc, touche pas à ça. C'est ça. OK. Quelle est la personne qui t'a le plus inspiré dans ton parcours? 3 personnes. OK. Le premier, c'est Terry Fox. OK. Terry Fox, c'est... J'ai dit le mot engagement tantôt. Son engagement et surtout sa persévérance. Les limitations ne doivent pas nous limiter. Si Terry Fox a pu le faire, à combien plus forte raison, moi, je ne peux pas le faire? Ça, c'est de 1. La deuxième personne, c'est Barack Obama. Si c'est pas comme chef d'État, il est resté époux, père, même après son mandat. C'est ça l'héritage que moi, je vois de lui aujourd'hui. Ouais. Je suis en politique. On dit souvent beaucoup de mariages finissent par se séparer pendant les mandats politiques. On finit la politique, on est célibataire, divorcé. On est remarié pendant la politique. Moi, Barack Obama, en plus d'être le premier président noir des États-Unis, pour moi, il reste ces premiers qui avaient toutes les gloires du monde pour le mettre de la paix, peut-être à avoir la folie du pouvoir. Mais ce gars est resté l'époux de Michelle Obama, après son pouvoir. Donc, je veux rester l'époux de mon épouse après ses mandats. Donc ça, c'est aussi un modèle pour moi à suivre. Le troisième, c'est LeBron James. Pas parce qu'il a tous ses titres, tous ses bars, sa notoriété. Non. C'est parce que de Cleveland à Miami à Lakers, il sait d'où il vient, de l'Ohio. Ne jamais ignorer sa source, ne jamais oublier d'où l'on vient. C'est très important, la racine. Je suis député fédéral canadien d'origine congolaise. Ça ne partira pas de moi. Mais ce qui va me démarquer au Canada, c'est démontrer mon intégration comme député canadien aujourd'hui. Mais j'oublierai jamais mes racines. Non, je trouve que c'est vraiment important. J'aime beaucoup poser cette question-là à différentes personnes, savoir qui les a inspirés, parce que juste de manière générale, en tant qu'humain, je pense que c'est important d'avoir des personnes qu'on peut look up to, des personnes qu'on peut voir un peu leur parcours et d'être inspiré et vouloir un peu
de notre propre manière, mais vouloir un peu recopier certaines choses qu'ils ont fait. Et je pense que quand on utilise certaines inspirations, on n'est pas nécessairement obligé de prendre tous les aspects de leur vie, mais quelqu'un peut m'inspirer à cause d'un certain domaine, que ça soit, on va dire, au niveau académique. J'aime comment cette personne-là a fait ses études ou a pris au sérieux dans son engagement académique. Ça peut être au niveau sportif, tu prends quelqu'un d'autre. Alors, quand tu es inspiré par quelqu'un, c'est pas nécessairement obligé d'être aussi dans tous les domaines, mais tu peux aussi focaliser sur certaines choses qui t'intéressent le plus et sur lesquelles tu peux le plus relate, si je peux dire ça comme ça. Mais cette question-là m'a fait penser à quelque chose parce que j'ai vu justement, tu as été dans différents endroits, tu as eu la chance de pouvoir rencontrer différentes figures. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as été genre starstruck, comme tu as rencontré quelqu'un, tu étais un peu comme wow, tu t'attendais pas un jour peut-être d'être dans la même pièce que cette personne-là, si je peux dire? Ça va faire 4 ans que j'avais haussé, non, ça c'est la 5e année, j'avais haussé mon niveau d'engagement au Parti libéral du Canada. Ouais. Ce qui fait que chaque année, au moins 2 fois, je rencontrais les premiers ministres de l'époque, Justin Trudeau. Et moi, rencontrer chaque année au moins 2 fois les premiers ministres du Canada, c'était devenu un peu normal. Je me disais, mais qui je vais encore rencontrer la prochaine fois? En dehors de lui, dans ces pays. Il n'y avait que lui à la tête du pays. Après, il y a eu le premier ministre Marc Carney. Mais le plus marrant, c'était le roi Charles. le roi Charles. Le roi Charles. Lors du discours du roi à Ottawa, j'arrive le matin avec ma collègue, on traverse la rue. Toute la centre-ville d'Ottawa était barricadée, sécurisée. Les députés, on pouvait circuler partout. La rue était fermée, mais nous, les policiers nous ouvraient la rue pour traverser. Je dis à ma collègue, on est privilégiés. Il y avait les gens, la foule sur le côté là. Nous, on marchait, ils applaudissaient. J'étais gêné comme Québécois parce qu'on n'est pas habitué à ça. Je voulais tellement me cacher, mais les policiers ont dit, c'est votre moment de gloire. Vous devez le savourer. Parce que ça ne vient pas 2 fois dans la vie. Voir le roi en personne faire le discours au Canada. Je me suis ressaisi, j'avance. Après, on entre au Sénat, on attend le discours, on va au portique là, on écoute le discours du roi. Quand on termine, on sort, on me dit de faire la file. Le roi va passer pour sortir. Mais quelle surprise! Ce nouveau roi décide de serrer la main de tout le monde en sortant. Il arrive vers moi, non seulement il s'arrête, il me serre la main et il me parle, non pas en anglais, même pas en français. Wow! C'est quoi qui t'a dit? Tu viens d'où? Ah, j'ai bien vendu le Québec. J'ai dit, je viens du Québec, de Mont-Saint-Bruno de l'Acadie. Je suis député fédéral d'origine congolaise, nouveau député. Il m'a dit bravo. Après, il a fait ça. Bravo, continue, lâche pas. Wow. En français. En français. Il a dit en français, pas en anglais. Et il parle très bien français, je peux le confirmer. Wow. Oui. Donc, ça, c'est un des moments les plus importants de ma carrière. Bah, c'est pas 2 fois qu'on voit le roi dans sa vie. Non, ça doit être fou. En plus, justement, le roi d'Angleterre qui vient de parler en français, c'est assez spécial. C'est spécial. Donc, j'ai dit merci à M. Carney de l'avoir invité. Ok, parfait. Sinon, pour conclure, j'aimerais vraiment finir sur cette question-là. Tu as parlé un peu des points importants que tu trouves dans ton rôle, mais j'aimerais que tu puisses, si tu avais à définir en un seul mot ton rôle, ça serait lequel et pourquoi? Bon, un seul mot, j'avais le mot, mais je pense que ce mot est mieux décliné en trois très petits mots. Okay. Don de soi. Avant de venir en politique, j'ai longtemps été bénévole. Je suis encore pareil aujourd'hui. Mais en étant député, on fait tellement d'heures de travail, des jours de travail. Des fois, on laisse nos familles à la maison, on manque de souper des familles. Ce n'est plus un travail, c'est un don de soi. Donc pour moi, en des 3 très petits mots, don de soi. Wow.
OK, j'aime bien. Ben, merci beaucoup, Olivier, d'être venu justement au podcast. Je pense que c'est vraiment une conversation que moi, ça m'a enrichi, que ça soit au niveau de la politique, savoir un peu c'est quoi le rôle d'un député, comment ça fonctionne. Et même si au niveau personnel, au niveau du leadership, c'est des choses que j'aime beaucoup en apprendre là-dessus. Et je trouve que j'ai beaucoup appris à travers ma conversation avec toi. C'est moi qui te remercie pour l'invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années. Et j'ai dit encore aux jeunes, n'oubliez pas que si vous habitez au Canada, si c'est votre pays par choix, alors intégrez-vous. Au Québec, si vous habitez au Québec, en Ontario, vous êtes en Ontario, mais intégrez-vous ailleurs. Les pays est très grand. On a des provinces et des territoires à découvrir. Alors, lâchez-vous, découvrez ces pays, il est très grand. Merci. Sinon, une dernière chose, pour les gens un peu qui veulent te suivre, t'es sur quel réseau? Si les gens un peu veulent savoir ton parcours ou c'est quoi tes prochaines apparitions, c'est où qu'ils peuvent te suivre? Moi, je suis de la génération qui reste sur Instagram. Okay. Je suis pas TikTok, je suis pas Thread. Je suis vraiment Instagram, c'est là mon réseau. Okay. Je suis pas Facebook, je suis vraiment Instagram et très, très LinkedIn. Okay. Ce sont les deux réseaux où je suis très présent et où aussi, deux fois, si je réponds, je peux répondre seul, mais je suis très Instagram et LinkedIn. Parfait, on va être sûr de mettre ton nom d'utilisateur pour que tout le monde puisse te suivre. Parfait. Alors, merci encore une fois à tout le monde. C'est un autre épisode de Brains Need Fuel. L'épisode va être disponible sur toutes vos plateformes de streaming, YouTube, Spotify et partout où est-ce que vous écoutez vos podcasts. Merci à vous.